La Grande Illusion, c'est le 21e film de Renoir, 1937. Ce qu'il faut retenir, c'est une chose fondamentale, c'est la première et la dernière fois qu'il va connaître un succès public et critique pareil dans l'ensemble de sa carrière. Ça fait 15 ans qu'il fait du cinéma, presque 15 ans. Il a eu des succès plus ou moins mitigés, il a plus ou moins de reconnaissance, mais ce n'est pas encore un cinéaste sur lequel on a confiance. L'homme de la Grande Illusion, il a les mains libres pour les années qui viennent. Et c'est ce qui lui permettra de réaliser La Bête humaine 2 ans après et La Règle du jeu 3 ans après. Et il y a toute une histoire de La Grande Illusion et des différentes versions de La Grande Illusion. Première sortie, c'est le mois de juin 1937, dans un cas très particulier qui est l'Exposition universelle de Paris. Et le film est le clou de l'exposition, c'est comme ça qu'il est vendu dans la presse. Donc d'emblée, La Grande Illusion s'est imposé comme le film majeur de l'année. Il quitte les écrans au moment de la guerre, Vichy, les occupants allemands ne veulent pas du film. Se pose la question de la ressortie du film en 1945. Et là, l'image que le film, qui raconte l'histoire de la Grande Guerre, donc des prisonniers français, des geôliers allemands, ça ne passe plus. Il va y avoir une campagne de presse opposant d'un côté l'immense majorité de la critique et du public, qui a fait un triomphe à la ressortie du film en 1946, qui dit tout simplement « Ce vieux film d'il y a 10 ans est un chef-d'œuvre absolu du cinéma français ». Et la presse d'origine résistante, et qui dit « Non, on ne peut pas montrer un film comme ça aujourd'hui, après Auschwitz, après la collaboration, après Hitler, nous montrer des Allemands d'il y a 30 ans qui étaient gentils, Stroheim qui copine avec Freinet, Gabin qui couche avec Dita Parlo, c'est pas possible. » Et du coup, s'introduit dans les esprits le fait que ce film serait peut-être ambigu et qu'avant la guerre de 39-40, il plaidait pour un rapprochement franco-allemand. Ce qui n'a pas de sens. Renoir, il évoquait la guerre que lui avait connue, et donc on ne peut pas superposer la guerre de 14-18 et puis ce qu'est la particularité de la guerre de 39-45. Au début des années 50, Renoir est en Europe pour tourner un film, apprend que la société de production, la RAC, la RAC, a fait faillite et que le film est, pour ainsi dire, à l'abandon. Donc il lance tous azimuts dans toute l'Europe, en fonction de ses contacts, la recherche de copies, car il voudrait restaurer le film de façon qu'on ne voit plus le film de 1946, qui avait été un peu amputé de quelques minutes, très peu de choses. La scène de distribution des colis, la scène où les Allemands chantent le chant nationaliste Wart am Rhein pour célébrer la prise de Douaumont. Et puis la scène du baiser entre Gabin et Dita Parlo. Renoir veut que reparaisse sur les écrans un jour, dans les années 50, le film tel que les Parisiens l'ont découvert en 1937. L'ironie de l'histoire, c'est qu'après avoir pendant plusieurs années fait chercher du matériau pour reconstituer la Grande Illusion de 1937, la Cinémathèque française, qui est plus ou moins bien rangée, découvre qu'ils ont une copie magnifique qui remonte à 1937, à partir de quoi ils peuvent restaurer le film, et qui donne lieu à la version que nous avons tous connue pendant des années et des années, qui est la version de 1958, avec un générique différent, un générique recomposé. Et le film fait un succès considérable. Un référendum international le classe parmi le meilleur film d'une liste de 10 films, le meilleur film français de tous les temps. Et Renoir va faire le VIP tout au long de l'année 58 en montrant le film partout en France et en Europe. À l'occasion, il enregistre un court-métrage de présentation. On voit un gros vieux monsieur présentant, montrant des photos avec nostalgie, des photos de son propre avion qu'il avait pendant la guerre. J'ai retrouvé dans un fond de tiroir quelques vieux souvenirs. Tenez, voici un avion voisin de 1915. Évidemment, c'est pas une caravelle. Le type aux commandes, c'est moi. T'en passes, hein? C'est un film qui est profondément personnel, c'est un film qui échappe aux étiquettes politiques. Et en plus, c'est le film qui a fait qu'il est Jean Renoir internationalement. C'est pour ça que bec et ongle, il a toujours voulu défendre ce film. Après,
Années 60, années 70, tous les cinéphiles se reconnaissent dans un film comme ça. Martin Scorsese, par exemple, est un des admirateurs de La Grande Illusion. Et puis, il y a la résurrection du négatif et qui va donner lieu, à la fin des années 90, à une nouvelle restauration, qui est le film que les Parisiens ont vu en 1937. Et la nouveauté principale pour nous, c'est, outre une très belle image, bien sûr, puisque c'est à partir du négatif, le générique original, avec ces génériques comme on les faisait en 1937, des espèces de volets, etc., qui donnent évidemment un charme et aussi une espèce d'éternelle actualité à ce film. L'histoire de La Grande Illusion, c'est aussi, pendant 75 ans, l'histoire de la façon dont le film a été compris, interprété, et souvent mal interprété. En 1937, à la sortie du film, c'est un film qui réussit à réunir les deux extrêmes politiques en France. La presse communiste, en particulier, sur un contexte qui, il ne faut pas l'oublier, le contexte du Front populaire, applaudit à tout rompre à ce film, parce que c'est le film de Renoir qui, à l'époque, est encore un compagnon de route du Parti communiste français, et voit dans le film un grand film internationaliste, un grand film pacifiste, un grand film humaniste. À l'autre extrême, à droite, c'est un grand film sur le patriotisme, sur la Marseillaise et sur le drapeau qui claque au vent. Renoir a réussi, riant sous cape, à mettre tout le monde d'accord. En revanche, quand le film sort des frontières, dès 1937, il est envoyé pour représenter la France avec quelques autres films au Festival de Venise. Le film était parti pour être vainqueur. Mussolini, en tant qu'ancien de la Grande Guerre, appréciait ce film d'homme, mais son régime ne pouvait pas cautionner. Et donc, La Grande Illusion repart avec un prix, un gadget, pendant que c'est un modeste film de Duvivier qui remporte la palme. En Allemagne, c'est Blocus. Et puis, le film franchit la Manche, franchit l'Atlantique. En 1938, il est montré en Angleterre, succès monstre. Il est montré aux États-Unis, d'abord dans des conditions très exceptionnelles, puisque Madame Roosevelt fait projeter à la Maison-Blanche, pour son anniversaire, La Grande Illusion. Le président Roosevelt voit La Grande Illusion. Un journaliste ayant déclaré que tous les démocrates du monde devraient voir ce film. On ne prête qu'aux riches. Et très très vite, les histoires du cinéma vont dire que c'est le président Roosevelt lui-même qui déclare « tous les démocrates du monde doivent voir La Grande Illusion ». Il est resté pendant des semaines et des semaines à l'affiche à New York, en 1938. Il a tourné dans une cinquantaine d'universités américaines. C'est peut-être aussi une des bases qui fait que La Grande Illusion est devenue fait partie d'une culture cinéphilique aux États-Unis dès avant la guerre. Donc avant la guerre, il y a ce clivage qui est que les dictatures ont censuré le film, l'interdisent de projection en Italie, en Autriche après l'Anschluss, au Japon, en Allemagne nazie bien sûr, et qu'à l'intérieur pourtant les choses ne sont pas si simples, certains aiment, d'autres non. Et puis les démocraties, la France de la Troisième République, l'Angleterre, les États-Unis en font comme une sorte de produit d'appel des grandes valeurs humanistes de la démocratie. En France, à la fin de l'année 1937, Céline, qui n'est pas n'importe qui, fait paraître son premier pamphlet, Bagatelle pour un massacre, et consacre un chapitre entier à La Grande Illusion, un chapitre épouvantablement ordurier, violent, en attaquant très fortement le personnage de Dalio, Rosenthal, le juif. Et Céline déteste le film parce qu'il le trouve dangereux. Il trouve que la représentation du juif dans La Grande Illusion contribue à l'acclimatation des juifs dans la société française. Il est peut-être celui qui a fait la meilleure lecture, sauf que c'est pour lever les bras au ciel et pousser des hurlements, de la stratégie qui est menée par Renoir du point de vue du discours à la fois racial et politique qui est tenu par le film. Arrive la guerre, le film est interdit par Vichy, par les occupants, et après la guerre, il y a la polémique de la résistance qui se demande si ce film n'est pas trop beau par rapport aux horreurs de la guerre. En revanche, et ce qui est très important, c'est que dans les années 70, l'Université du côté des sciences humaines, de la sociologie,
va tenter de décrypter le discours de la Grande Illusion. Et là, il faut citer un nom, c'est le grand historien Marc Ferraud, en tenant le discours suivant. Le film avait la réputation d'être un film pacifiste et humaniste. En réalité, explique ou tente d'expliquer Marc Ferraud, ce film est un film crypté antisémite et crypté préparation de Vichy. Regardez le personnage du lieutenant Rosenthal, juif, qui se reconnaît comme juif, qui dit que sa famille est d'origine autrichienne, etc., qu'il y a beaucoup d'argent dans la famille. Eh ben, les Rosenthal ont trouvé le moyen en 35 ans de s'offrir 3 châteaux historiques avec chasse, étangs, terre arabe, verger, clapier. Ferraud dit il est différent. En d'autres termes, la représentation du juif dans la Grande Illusion, c'est afficher la différence des juifs non intégrés dans la société française. Deuxième attaque de Ferraud, dans son papier, regardez les Anglais, ils sont ridicules. Quand ils préparent un spectacle, ils se déguisent en filles, tous les Anglais sont homosexuels, c'est bien connu. Évidemment, l'anti-Angleterre, ce sera quelque chose qui sera très important dans la propagande de Vichy. Ce que l'on oublie de dire, c'est que la quasi-totalité des preuves prises dans le film par Ferraud sont fausses. Ferraud se trompe parce qu'il travaille sur des documents qui sont inexacts, il cite le dialogue, c'est faux, il cite des scènes, il se trompe. En d'autres termes, il vient avec un a priori sur le film et il veut faire rentrer sur le film. C'est tellement beau de pouvoir déboulonner une statue, le grand film humaniste, et que les sciences humaines puissent enfin démontrer qu'en réalité c'est un film pré-vichysois et antisémite sans le savoir. Ce qui est certain, c'est que depuis, je pourrais citer une dizaine d'historiens ou de commentateurs qui, depuis 10, 15, 20 ans, ricanent sur « oui, la Grande Illusion, c'est pas finalement le grand film humaniste et pacifiste ». Et en fait, un élément supplémentaire est venu polluer le débat. C'est la biographie de Jean Renoir. En 1939, Renoir, désabusé de son compagnonnage avec les communistes, se détache peu à peu de ses amitiés de gauche. L'été 1939, il file en Italie mussolinienne tourner, préparer un film, La Tosca, ce qui évidemment va faire grincer beaucoup de dents. Renoir va, pendant la drôle de guerre, avoir des paroles malheureuses sur la présence des Juifs dans la production. Lui qui a travaillé avec des Juifs tout au long des années 30. Et puis quand en 1940, il va s'agir d'obtenir son droit de départ vers les États-Unis, Renoir, qui n'est pas à sa près, et ça n'est pas à son honneur, Renoir ira faire quelques visites à Vichy, aura un certain nombre de courriers échangés, que depuis une dizaine d'années, on brandit pour, non pas salir Renoir, mais tenter, à partir de Renoir de 1940, qui incontestablement s'est prostitué pour obtenir son départ, relire La Grande Illusion 3 ans plus tôt, en disant « vous voyez bien qu'on vous disait que c'était un film pré-fasciste et pré-antisémite, puisque, en 1940, regardez ce qu'il fait. » Il faut dire 2 choses. La première, c'est qu'un homme et une œuvre, dans l'histoire des arts, ça a toujours été 2 choses différentes. Il y a évidemment des liens entre l'homme et l'œuvre, mais une œuvre, c'est une œuvre, avec sa logique, avec son discours, qui est le discours tenu par l'œuvre, quel que soit l'homme. Deuxièmement, on ne peut pas utiliser la biographie d'un homme pour reconstruire l'histoire. Troisièmement, on ne peut pas réutiliser la grande histoire de 1944-45 pour remonter en 1937 et dire, voilà, en 1937, ça préparait Auschwitz. Là, on marche sur la tête. Et puis, il y a une autre façon de répondre, c'est de voir quel est le discours que Renoir tient dans La Grande Illusion. Moi, je suis content de partir avec toi. Avec nous? Oui, oh, note que, je dois le dire, je l'aime bien, mais... Avec lui, tu comprends? Je peux pas me laisser aller. Je suis pas libre. Qu'est-ce que tu veux, c'est pas la même éducation, alors il y a un mur entre nous. C'est un type épatant. Tout se cristallise autour du personnage de Rosenthal. Dès lors qu'il décide de confier le rôle à Marcel Dalliot, et ce que, évidemment, aucun commentateur n'avait jamais relevé, le rôle est limité à la première partie du film, uniquement la Chambry. Il y avait, pour la
Deuxième moitié du film, la forteresse, un autre personnage qui, dans les archives du scénario, s'appelait Dolette et qui devait être interprété par un acteur avec lequel Renoir avait déjà joué, qui s'appelle Robert Le Vigan. Dolette était un polytechnicien, un Français cultivé, etc., etc. Renoir imagine de coller ensemble le juif de la première partie et le polytechnicien de la deuxième partie, qu'il va s'évader avec Jean Gabin et qui va finir le film avec lui. Le jour où il décide de faire cela, il offre au personnage de Rosenthal non pas une demi-heure de film, mais la totalité du film. Il lui permet d'une part de récupérer les traits qui avaient été imaginés pour le personnage interprété par Le Vigan. En d'autres termes, lorsque Gabin et Freinet arrivent à la forteresse, là où on met ceux qui passent leur temps à s'évader, on trouve Rosenthal. Il est donc comme eux. Il est sur le même plan que le franco-français qu'est Jean Gabin et l'aristocrate de vieille souche qu'est Pierre Freinet. Et au moment de s'évader, c'est avec Rosenthal que Gabin va s'évader. Ce que n'ont jamais compris les commentateurs, c'est qu'un film, ça ne se juge pas sur une réplique, sur un extrait qu'on isole, mais sur une stratégie narrative, sur une économie narrative à l'échelle d'un film entier. Le discours de Renoir est le suivant. Je vous montre dans la première partie un juif qui fait juif. Pardon de le dire brutalement ainsi. Il s'appelle Rosenthal, il affiche les marques de sa richesse, les marques de ses origines. La scène la plus célèbre est la scène dans l'atelier des costumes, où ils sont en train de préparer les costumes du spectacle, et chacun des garçons se demande pourquoi il veut s'évader. L'un dit qu'il veut s'évader parce qu'il veut faire comme tout le monde, l'autre dit qu'il veut s'évader parce qu'il croit que sa femme est en train de le faire cocu, et Rosenthal dit « Moi, je suis d'une famille extrêmement riche, je possède des châteaux, etc., je vais m'évader pour défendre tout ça. » Qu'est-ce que vous en pensez, Rosenthal, vous qui êtes un sportif? Lui? Ah, il est né à Jérusalem. Oh, pardon, à Vienne, capitale de l'Autriche, d'une mère danoise et d'un père polonais naturalisé français. Vieille noblesse bretonne, quoi. Deux attaques antisémites à ce moment-là. D'abord, le personnage interprété par Carrette, le Parisien, le Parigot. Lui, il est né à Jérusalem. Première attaque d'un Français, c'est le peuple français qui révèle ici son antisémitisme. Et deuxième attaque, c'est Jean Gabin, vieille noblesse bretonne. Renoir, le scénariste Renoir a le coup de génie de mettre dans la bouche de deux personnages identifiables comme des Français, dans lesquels le spectateur français de 1937 peut se reconnaître, l'attaque antisémite la plus bête, la plus banale, vieille noblesse bretonne, lui il est né à Jérusalem. On observera que Pierre Freinet est en retrait, alors qu'en toute logique, Pierre Freinet, c'est la grande aristocratie, c'est 1916-1917, une famille qui a certainement été anti-dreyfusarde 20 ans plus tôt. Vous n'avez pas un mot qui sentirait le relent antisémite lourd comme vieille noblesse bretonne où lui il est né à Jérusalem qui sortent de la bouche de Pierre Freinet. Quelque temps plus tard, Gabin va au cachot. Quand il revient du cachot complètement épuisé, il y a un personnage qui pleure dans un coin et vous avez un zoom magnifique qui attrape Dalliot au passage, qui essuie une larme. C'est Rosenthal qui dit je ne me consolais pas de partir sans Maréchal. Deuxième partie, nous sommes à la forteresse. À la forteresse, Rosenthal est présent. À la forteresse, Rosenthal a déjà prévu un plan d'évasion. Il a l'évasion chevillée au corps. Et peu à peu s'inscrit dans l'esprit du spectateur de 1937 que ce Rosenthal, il est de plus en plus ressemblant à Maréchal d'ailleurs, les deux noms riment, et ils s'évadent ensemble. Et troisième temps, qui est le point culminant de la démonstration de la stratégie de Renoir, c'est l'évasion et c'est la fuite dans la montagne, c'est la très célèbre scène où, épuisé, parce que Rosenthal s'est brisé la cheville, épuisé à un moment donné, le franco-français va tenter d'abandonner Rosenthal. Veux-tu que je te dise ce que t'es pour moi un colis, t'entends, un véritable colis, un boulet que je traîne aux pieds?
Puis d'abord, j'ai jamais pu blairer les juifs, t'entends? Un peu tard pour t'en apercevoir. Qu'est-ce que ça veut dire un peu tard pour t'en apercevoir? Mais mon petit vieux, ça fait 70 minutes que nous sommes ensemble dans le même film. Tu me prends pour le juif que j'étais il y a 3/4 d'heure. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, nous sommes en train de partir ensemble. Et puis, qu'est-ce que c'est que j'ai jamais pu blairer les juifs? C'est quoi? C'est l'injure quand on est à bout de force, qu'on a faim, que, etc. Le racisme, c'est quoi? C'est la parole que l'on sort quand on n'a rien de mieux à sortir. Et puis surtout, Gabin s'en va, il quitte le champ, on resserre sur Rosenthal, qui baisse les yeux, qui pleure pudiquement. Tous les deux chantent Le Petit Navire, il y a cette communication, ça c'est du Renoir pur. Au bout d'un sac, à 6 semaines, au bout d'un sac, à 6 semaines, la vivre va manquer. Et puis ce plan absolument admirable, qui est écrit dans le scénario, qui est prévu dans le scénario, le cadrage même est prévu. On voit l'image, et puis le manteau de maréchal qui rentre dans l'image, et puis, Pourquoi allez, tu reviens? viens, il le prend par le bras, et il l'emmène. Allez, viens, va. À partir de ce moment-là, c'est gagné. Céline peut sortir la carabine. Le discours de Renoir, à savoir que les Juifs font partie de la société française. Les Juifs méritent leur intégration dans la société française. Ce discours-là, c'est ce qu'a fait l'ensemble du film sur la trajectoire complète de La Grande Illusion. La réponse, c'est quoi? C'est qu'à la fin, lorsqu'ils se quittent, lorsqu'ils sortent du trou de neige pour passer la frontière, Gabin dit à Dalio « Salut, sale juif !» en rigolant, et ils s'embrassent. Allez, au revoir, les sales juifs. Au revoir, viens de moi. Allez, oh, c'est froid. Rendez-vous compte de ce que veut dire qu'un second rôle comme Marcel Dalio, habitué au métèque, au sale juif, quitte le plus grand film de l'année en compagnie, dans les bras d'eux, du numéro 1 masculin du cinéma français. Que fait le spectateur en sortant de là? Il a été converti sans s'en rendre compte. Et c'est ce que Céline avait parfaitement compris.